Bonjour, bienvenue au musée Sandelin. Je suis Romain Saffré, directeur des musées de la ville. Je vous souhaite la bienvenue et je vais vous accompagner dans l'exposition François Chifflard et Victor Hugo Fantasmes noirs qui se tient jusqu'au 28 août. Donc cette exposition est la première rétrospective consacrée à François Chifflard depuis un demi-siècle et il était temps d'y revenir puisque la connaissance de cet artiste, son art à travers la peinture, les dessins, les eaux-fortes est extrêmement variée. Et en tout cas, ce sera l'occasion de montrer un très grand nombre d'œuvres, quasiment 200, avec toute la diversité de son art. Pour les familiers du musée Sandelin, qui possède le plus gros fonds de l'artiste, c'est aussi une redécouverte puisque les œuvres exposées en temps ordinaire sont généralement du tout début de sa carrière. Or là, justement, c'est l'occasion de découvrir son évolution et puis toute la diversité de ses productions. L'exposition a comme sous-titre Fantasmes noirs et disons que pour Chifflard ça nous semblait finalement évident. Alors déjà il y a de manière très matérielle le fait qu'une grande partie de son corpus est liée à la gravure et au dessin, donc en noir et blanc, même s'il aime aussi beaucoup les lavis bruns, ce qu'on retrouve dans sa peinture. Et le fantasme aussi, puisque une grande partie de ses œuvres sont finalement des scènes de cauchemars, de rêves, des allégories, et noirs puisque généralement ce sont plutôt des scènes qui reflètent ces idées noires, puisque Chifflard avait quand même un fond dépressif qui transparaît complètement dans ses œuvres. François Chifflard, c'est un artiste qui est natif de Saint-Omer, où nous nous trouvons. Il est né en 1825 dans une famille d'artisans très connue localement, qui a donné notamment des ébénistes, des fondeurs, etc. Enfin, beaucoup de gens qui ont travaillé dans les arts décoratifs. Et très jeune, il va montrer un talent pour le dessin absolument fou, ce qui fait qu'il va monter à Paris, où il va finalement se former et avoir un début de carrière qui ne va pas aller très loin puisqu'il est d'un caractère rebelle, peu coopératif, ce qui fait qu'il se brouille facilement avec les gens, et surtout que son art, son goût, son tempérament, qui sont profondément romantiques, alors là on est dans les années 50 et 60 du 19e siècle, ne convient pas du tout à l'époque, et notamment à l'Académie, qui est son principal mécène dans un premier temps puisqu'il a eu le prix de Rome, ce qui fait qu'il va devoir se détourner de cette carrière officielle qui lui était a priori promise pour travailler dans la gravure tout seul de son côté. Donc Chifflard rencontre Victor Hugo plutôt au début de sa carrière, alors qu'il a une trentaine d'années. L'auteur le convoque à Guernesey, alors qu'il est en exil, pour discuter avec lui en vue de l'illustration d'un de ses ouvrages, Les Terreurs de la mer, qui a été écrit à Guernesey sur Guernesey. Et ça fonctionne tout de suite entre les deux artistes, pour une raison simple, qui est que finalement, Chifflard, c'est un romantique dans son tempérament, même s'il est beaucoup plus jeune que Hugo. Et Hugo, donc, qui lui a quand même quasiment une trentaine d'années de plus que lui, se retrouve complètement dans cet artiste qui aime les choses un peu tourmentées, des dessins très fouillés. Tout ça, ça correspond vraiment à leur tempérament et donc les deux s'entendent très très bien là-dessus, même s'il y a un déséquilibre, c'est-à-dire que Hugo a une forme d'ascendant à la fois moral, d'âge et aussi une forme de volonté très forte quant au projet de dessin, à tel point qu'il a parfois dessiné lui-même certains projets qui vont être repris, adaptés par Chifflard. Et donc il y a cette forme de contrôle qui limite aussi la liberté de Chifflard, mais on voit qu'il a réussi à s'en défaire et à produire une œuvre véritablement originale malgré cela. Et jusqu'à la fin de la vie de Hugo, donc 20 ans après, les deux vont rester liés. Chifflard va recevoir d'autres commandes plus ponctuelles, jamais pour un ouvrage complet. Et on voit bien que quand Hugo meurt, c'est un véritable déchirement pour Chifflard, qui le vit avec beaucoup de douleur, et les gravures qu'il produit à ce moment-là en témoignent. Dans cette première section, nous évoquons la formation artistique de Chifflard. Donc après ses débuts à Saint-Omer, très vite, à un âge vers 16-18 ans, il monte à Paris et il intègre l'école des Beaux-Arts ainsi que l'atelier de Léon Coignet, qui est le plus grand formateur d'artistes du 19e siècle. L'objectif de tous ces jeunes talents qui montent à Paris, c'est évidemment d'avoir la distinction suprême, qui normalement ouvre une carrière officielle, le Grand Prix de Rome. Chifflard finit par l'obtenir, mais dans la douleur,
à la troisième tentative. Sa première tentative, qui est le tableau qui se trouve à ma gauche, représente Ulysse reconnu par Euryclée. Donc cette année-là, c'est le peintre Boulanger qui obtient le Grand Prix, et les commentateurs de l'époque signalent que ce tableau n'a absolument aucun intérêt, que ce n'est pas la peine d'en parler. Ce qui, avec le recul, paraît un peu dur, d'autant qu'à titre personnel, je préfère largement ce tableau à celui qui a obtenu le Grand Prix 4 années plus tard. Sa deuxième tentative, malheureusement, n'est pas connue, enfin si ce n'est à travers une gravure et un dessin, donc le tableau est perdu, qui représentait Zénobie, la reine d'Arménie sauvée des eaux de l'Arax, et c'est donc finalement la troisième tentative, en 1851, qui lui permet d'obtenir ce fameux Grand Prix, avec ce tableau qui est Périclès sur l'île morte de son fils. Alors ce qui est extraordinaire avec ce tableau, c'est qu'on possède le tableau final qui fait partie des collections de l'école des beaux-arts, comme tous les grands prix, et l'étude préparatoire, parce qu'effectivement, dans un premier temps, les élèves devaient réaliser une première esquisse, qui est ce tableau, qui est une peinture, mais qui est peinte finalement en grisaille. On peut voir que les deux reprennent exactement la même chose, et une fois que cette esquisse était réalisée, ils étaient enfermés en loge, comme on disait, et ils avaient un temps limité, à quelques semaines, pour finir ce tableau. Et c'est donc celui qu'on voit ici, où on remarque qu'on a un tableau en frise, très classique, presque poussinesque dans sa composition, même si il est très néoclassique dans les couleurs, qui est tout à fait dans la veine de l'époque, mais qui n'a rien à voir avec ce que Schieffelin va peindre dans le reste de sa carrière. Dans cette deuxième section, nous nous intéressons à la tentative de carrière officielle que Schieffelin a réalisée à son retour de Rome, puisqu'effectivement, après avoir eu le Grand Prix, Schieffelin passe 5 années à la Villa Médicis, où il se familiarise avec les artistes italiens du passé, notamment Michel-Ange, pour lequel il a une admiration sans borne. C'est l'occasion aussi de connaître d'autres artistes qui, avec lui, ont obtenu le prix dans d'autres disciplines. Carrier-Belleuse, par exemple, sera un de ses amis et nous a laissé un très beau portrait en terre cuite de lui, qui est d'ailleurs dans l'exposition. C'est aussi l'occasion de se familiariser avec une culture classique qu'il n'a pas, notamment littéraire. Ses codisciples l'incitent à lire Tite-Live, Tacite, l'histoire romaine classique, et ce sont donc ces thématiques-là qui l'inspirent pour ses premiers tableaux, pour le salon. Donc effectivement, de retour, comme tout Grand Prix de Rome, Schieffelin expose au salon, sachant que le prix lui offre le privilège de ne pas avoir à soumettre ses œuvres au jury, ce qui est le cas de tous les autres artistes. Il propose un très grand tableau et deux plus petits, qui sont tous sur des thèmes de bataille. Alors le plus grand, malheureusement, ne rentrait pas dans l'exposition, il aurait fallu casser un mur pour le faire entrer, donc il est resté dans les réserves du Petit Palais. C'est la bataille de Cannes, donc cette fameuse bataille entre Hannibal et les Romains dans le sud de l'Italie, qui s'est traduite par une grande défaite, dont l'iconographie est reprise un peu plus tard dans l'exposition, dans une gravure qui illustre la guerre de 1870, qui montre bien la plasticité de l'art de Schieffelin et en même temps sa tendance à rapporter le contemporain à l'ancien. Donc ici on voit ces deux autres batailles qui sont exposées, donc une qui est encore de l'histoire romaine, donc qui représente un sac de Rome. Alors à vrai dire on ne sait pas quel sac de Rome, puisque il n'y a pas d'éléments historiques qui permettent de le préciser. Est-ce que c'est le sac de moins 390 ou un des sacs du 5e siècle? Traditionnellement, on considère que c'est plutôt le sac de Rome par les Gaulois, mais en fait, le titre ne le précise pas. On voit que Schieffelin ne cherche pas à représenter une réalité quelconque, c'est-à-dire qu'on reconnaît vaguement qu'on a le Capitole et qu'on est sur le Forum romain, mais les monuments ne sont pas repris tels quels, c'est-à-dire que l'arc de Septime Sévère a tourné de 90 degrés, on a des colonnes au niveau de la base du Capitole qui n'ont jamais existé, enfin voilà, il n'y a rien de réaliste. De même, dans les costumes des Gaulois, alors même s'il y a d'autres études sans doute un peu postérieures qui montrent un intérêt plus historique de Schieffelin pour ses costumes passés, là on ne le trouve pas. Enfin, on voit des casques qui pourraient correspondre un peu à n'importe quelle époque, on a également des costumes qui ressemblent presque à des costumes de théâtre, mais en revanche, ce qu'on voit, c'est l'intérêt de Schieffelin pour le grandiose, un peu presque le sublime, même si c'est un peu tardif, et cet esprit romantique en fait qui le caractérise. Enfin, dans ce cheval-là, on a l'impression quasiment de voir du Géricault, et puis dans ses taches rouges, etc., un peu partout, ses cheveux bruns qui brillent, il y a un peu de Delacroix. On le retrouve d'une manière très différente dans le tableau du dessous, qui là représente David vainqueur. Alors de la même manière, aucun épisode biblique ne peut être réellement rattaché à cette scène, qui concrètement est une scène de massacre de civils avec un char
quand même assez improbable. On ne voit pas bien comment cette chose peut rouler, avec un David très hiératique qui est représenté au milieu. Et là, on retrouve un autre aspect de l'art de Schieffelard, qui est plutôt celui des grandes figures, comme dans la bataille de Cannes, où là on a des figures qui font un gros tiers de la hauteur de l'œuvre, dans d'autres œuvres c'est plus, qui donc donnent un effet complètement différent des petits personnages qu'on a au-dessus. Et dans les œuvres de Schieffelard, souvent on va vers l'un ou vers l'autre, c'est-à-dire soit du petit, soit de grands personnages, mais dans tous les cas c'est grouillant. C'est-à-dire qu'il y a tellement de personnages qu'on ne voit presque plus le sol et surtout on ne voit pas le fond. Là on a juste un horizon qui en plus est quand même assez bas, avec quelques bâtiments qui dépassent, et puis le ciel, mais tout le reste sont des personnages. Et on retrouve finalement cette formation académique du peintre de figure, qui est considéré comme l'art par excellence du grand peintre, et que Schieffelard apprécie totalement. On peut aussi lier finalement son admiration pour Michel-Ange, qui est à la fois sculpteur et peintre, et qui, quand il peint, finalement, peint des sculptures. On retrouve un peu ça chez Schieffelard. L'œuvre à côté de laquelle je me trouve est tout à fait étonnante, mais en même temps révélatrice de l'œuvre de Schieffelard. En effet, dans l'exposition, nous présentons un certain nombre de très grands fusains qui sont donc été réalisés pour être exposés comme des peintures. Ce qui est totalement atypique à l'époque. Le fusain, normalement, c'est plutôt un médium pour dessiner des études préparatoires de manière esquissée, rapide. Or là, on a une œuvre extrêmement léchée, finie, un peu comme on l'aurait fait avec un pastel. Et ça, c'est intéressant puisque finalement, ça rejoint l'intérêt de Schieffelard pour la gravure, qui est en noir et blanc. Alors, on sait faire des gravures de couleur, mais ça reste quand même exceptionnel encore au XIXe siècle. Et on le voit à plusieurs reprises dans le cours de la carrière de Schieffelard. Il le fait pour Les Travailleurs de la mer, pour La légende des siècles de Hugo. Et ce sont parmi les œuvres les plus belles qu'il ait réalisées, où on voit finalement son coup de, du coup, alors c'est pas un coup de crayon, mais son coup de fusain extrêmement fort qui ressemble à ses coups de brosse sur ses toiles. Alors cette œuvre, donc outre son très grand format, elle est aussi un peu étonnante par son sujet. Alors elle s'appelle Les Remords. C'est vrai qu'on ne voit pas très bien où sont les remords dans le visage des personnages. On a effectivement une scène d'enlèvement. Alors est-ce que c'est l'enlèvement des Sabines? On ne sait pas très bien. Une fois de plus, Schieffelard visiblement s'inspire de l'histoire antique sans chercher à l'illustrer. C'est-à-dire qu'il prend de grands thèmes qui deviennent presque des allégories qu'il traite sans éléments historiques. Là, on voit des drapés, des capes, mais finalement, ils pourraient être de n'importe quelle époque. C'est pareil, les fortifications qu'on a à l'arrière sont tellement simples qu'on ne peut pas vraiment les situer dans le temps. Et là, on a cette scène complètement folle de chevaux entremêlés avec ces deux femmes qui se débattent pour essayer d'échapper à celui qui semble être leur ravisseur. On est finalement pris dans un pur tourbillon de noir et blanc, de ce côté très vaporeux de l'art de Schieffelard, qui, du fait qu'il se détache de son sujet, devient une œuvre vraiment totale, presque abstraite, malgré la représentation bien réaliste, qui sont tout à fait typiques de son art. Nous voici dans la troisième section qui est consacrée à l'œuvre gravée de Schieffelard, en tout cas à ses origines. Très vite, voyant qu'il n'a pas de succès au salon, qu'il ne reçoit pas de commande officielle, Schieffelard décide de se retourner vers la gravure. Et en cela, il est aidé par son beau-frère, Cadar, qui décide de changer complètement de vie et d'ouvrir une maison d'édition de gravure originale. Et François Schieffelard, donc son beau-frère à lui, est finalement le premier à travailler dans ce cadre-là. Et d'abord, il y a un album qui est publié, album qui regroupe des reproductions d'œuvres de Schieffelard, gravées ou photographiées, et aussi ses deux premières, en l'occurrence, lithographies. Mais Schieffelard, très vite, va se tourner vers un autre médium qui est l'eau forte, donc la gravure sur cuivre à l'aide de bains d'acide, dans laquelle il va exceller. Et dès 1865, donc c'est-à-dire alors qu'il continue encore à concourir au salon, il va publier son premier recueil d'improvisation sur cuivre, donc, dont on voit le frontispice ici avec le titre. Et ce recueil montre que Schieffelard est totalement original par rapport à son époque. Alors évidemment, il y a son style, mais aussi la manière dont il aborde le sujet. Alors déjà, dans les œuvres qui sont regroupées dans ces improvisations, on trouve de tout. Il y a de l'allégorie, du paysage. Il y a même l'œuvre qui se trouve ici, qui est une feuille de croquis qu'il publie comme une œuvre à part entière,
alors que voilà, dans l'idée de l'époque, c'est vraiment un dessin, une improvisation, et ça reflète bien finalement le titre qu'il a choisi pour son œuvre, et c'est tout à fait sans exemple pour l'époque. Et il y a une petite chose qui est tout à fait amusante, c'est là, on voit en fait un autoportrait de Schieffelard qui se représente très souvent dans ses œuvres, dans des situations généralement pas très confortables, comme on le voit justement dès le frontispice, même s'il n'y a pas son visage qui est visible. Avec cette scène, totalement surréaliste au sens propre et j'ai envie de dire littéraire du terme, Schieffelard représente sa pierre tombale, qui est donc la première image que l'on voit en ouvrant le recueil, avec son nom écrit en grand, avec deux personnages allégoriques, alors je sais pas, une espèce d'ange de la mort posé au-dessus du tombeau et une autre figure marquant le désespoir, mais dont on ne sait pas très bien ce qu'elle veut dire. On voit que voilà, la végétation est en train de l'attaquer, et surtout, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe en bas. On voit les deux bras de Schieffelard sortir de terre, ayant lâché la palette du peintre, mais tenant toujours le stylet du graveur d'eau-forte, qui montre finalement qu'il ne veut pas mourir, et que s'il a lâché provisoirement la peinture, il va survivre en gravant. Et ce côté à la fois extrêmement sombre et autobiographique, on le retrouve dans une grande partie de sa production d'eau-forte. La thématique qui est la plus fréquemment reprise dans ces gravures, elle est allégorique. Et là, on le voit très bien ici, et il y a des modes de composition qui sont assez récurrents, notamment ce format en portrait, avec une figure principale en partie haute qui est le cœur de l'allégorie. On a d'ailleurs souvent ces chevaux ailés, ces Schieffelard qui portent la justice, les arts, toutes sortes de choses, et des personnages en bas qui sont soit des personnages écrasés, soit au contraire des allégories maléfiques. Donc là, par exemple, on voit un personnage, alors c'est esquissé volontairement, donc on voit pas très bien, on a quand même l'impression qu'elle a des cheveux de serpent un peu comme Méduse, qu'elle est en train de se cacher, comme dans les allégories du mal et du vice qu'on peut voir par exemple dans la peinture du XVIIe siècle. Et là également on a un personnage qui essaie d'attraper, enfin qui attrape l'aile du cheval qui porte finalement lézard. Et donc cette allégorie elle est difficile à saisir, mais elle montre bien toute l'ambivalence que Schieffelard veut lui donner, c'est-à-dire que a priori, une allégorie des arts, elle devrait être purement triomphale. Alors là, ce n'est pas le cas. On voit qu'il y a des personnages qui sont écrasés, laissés sur le côté. C'est sans doute une manière pour Schieffelard de montrer que lui ne se retrouve pas dans le système académique. Et ce sont probablement les arts officiels, et non pas l'art tout court, qui sont représentés ici. Après ces premiers recueils d'improvisation sur cuivre, Schieffelard va se tourner, parce qu'on va l'y appeler, à l'illustration littéraire. Et pour ça, ce qui est essentiel, c'est que dès le départ, des exemplaires de ses œuvres, notamment de l'album, avaient été envoyés à Victor Hugo, qui déjà à l'époque était en exil à Guernesey, donc en exilé du fait du coup d'État de Napoléon III et de l'instauration du Second Empire. Et Hugo va tomber en admiration pour cet artiste, si bien que quand il va vouloir lancer une nouvelle édition illustrée des Travailleurs de la mer, qui sera publiée en Belgique évidemment et pas en France, il va faire appel à lui, alors pas tout de suite, mais on va lui suggérer, c'est même Gustave Doré qui va suggérer le nom de Schieffelard que Hugo connaissait déjà, et Schieffelard va donc aller à Guernesey pendant 2 semaines, manger avec la famille, et surtout Hugo va faire quelque chose qu'il ne fait jamais, c'est-à-dire qu'il va lui montrer ses propres dessins, qu'il ne montrait quasiment pas, même aux membres de sa famille. Puisqu'effectivement, là c'est un cas un peu particulier dans l'œuvre de Hugo, il a beaucoup dessiné sur son propre roman. En général, Hugo dessine des choses libres qui n'ont pas forcément de lien avec ses œuvres. Là, il a fait toute une série de dessins pour ses œuvres, et donc on voit qu'il a déjà une idée de ce qu'il souhaite, et c'est sans doute pour ça que Doré avait refusé de travailler, mais que Schieffelard l'a fait avec grand bonheur. Et ces deux artistes se sont retrouvés de manière évidente parce que finalement ils ont une conception et un intérêt dans l'art qui est le même, c'est-à-dire une veine romantique pour les sujets douloureux, torturés, grandioses qui s'y retrouvent. Et là, derrière moi, se trouve un grand fusain à nouveau, donc je parlais du fait qu'il en avait fait plusieurs dans sa carrière, qui évidemment n'est pas un travail préparatoire, qui est probablement une œuvre qu'il a réalisée après coup à partir du dessin fourni pour l'ouvrage, qui représente l'avant-dernière scène du roman, c'est-à-dire la mort du héros, qui s'appelle en l'occurrence Gilliatt, qui se suicide, puisque en fait tout le roman tourne autour d'une histoire d'amour dont il est persuadé d'être le héros, alors qu'il découvre à la fin qu'en fait il est le seul amoureux dans l'histoire et que ce n'est pas réciproque. Si bien qu'il décide de mettre fin à ses jours, et donc dans ce fusain absolument sublime, on retrouve la même technique
que dans les remords. Mais là, ce qui est particulièrement fort, c'est finalement le fait que le personnage est plus grand que nature, avec un cadrage comme ça extrêmement resserré sur le visage, qui rend la scène complètement saisissante. On perçoit tout le désespoir et en même temps déjà l'abandon de la bataille, de la vie qui se lit dans le regard du personnage, voilà, qui en font un des chefs-d'œuvre de Schieffelin. Nous voici devant une sélection des photographies réalisées des dessins de Schieffelin pour les travailleurs de la mer. Alors effectivement, il s'agit de photographies, et là on a quelque chose de totalement atypique, c'est-à-dire que Schieffelin avait dessiné Olavi sur les bois qui allaient ensuite être envoyés au graveur qui allait directement graver sur ces planches, mais Schieffelin a pris la décision de les faire photographier avant, et elles ont été conservées par Victor Hugo en fait jusqu'à son héritage, et elle se trouve aujourd'hui dans le musée des maisons Victor Hugo. Et ce qu'on voit là, c'est donc quelque chose qui a disparu, puisqu'en fait les planches sur lesquelles Schieffelin avait dessiné, elles ont été gravées. Et pour nous, c'est extrêmement important. Alors, d'une part, on voit évidemment le travail direct de l'artiste, mais dans ce cas, c'est d'autant plus fondamental que les graveurs qui ont travaillé pour cette édition étaient payés pas forcément très bien pour le faire, n'étaient pas les meilleurs graveurs disponibles, si bien que le résultat était extrêmement décevant et Schieffelin a très mal vécu cette expérience. Et donc d'avoir finalement ce travail originel, c'est fondamental. Et ce qui est amusant, c'est qu'en fait, ce sont des choses qu'on a redécouvertes très récemment dans le cadre du récollement, donc cette obligation légale de faire l'inventaire des collections. Mais un jour, à la maison Victor Hugo, en ouvrant un carton, ils sont tombés sur toute une série de photos, ne sachant pas ce que c'était, et ils ont découvert que c'était finalement les dessins de Schieffelin. Et comment voit-on que ce sont les dessins préparatoires et non pas les œuvres finales? Eh bien, quand on a des lettres, en fait, on a les signatures. Par exemple, ici, François Schieffelin, ici, VH pour Victor Hugo, elles sont à l'envers, puisqu'effectivement, il s'agit des planches, et donc les planches sont inversées par rapport au résultat final. Et alors, dans cet ensemble formidable, on voit bien finalement tout le condensé de cet art de Schieffelin et de la virtuosité avec laquelle il rend l'œuvre de Victor Hugo, et en même temps, comment les deux s'influencent. Donc pour ce qui est de l'influence, on a cette photo de la vie qui est tout à fait caractéristique, où pour le coup, même si c'est dessiné par Schieffelin, on reconnaît tout de suite la patte de Hugo. Alors ce qui est amusant, c'est que quand on voit le dessin de Hugo, c'est quand même très différent. C'est-à-dire que c'est pas du tout une copie, mais Schieffelin finalement réinterprète Hugo et en conserve le style, ce qui est quand même tout à fait stupéfiant. Et d'ailleurs là, ce qui n'est pas le cas sur les autres, on a les deux signatures pour Victor Hugo et François Schieffelin. On a d'autres œuvres où là pour le coup, Schieffelin a pu être totalement libre de ce qu'il a fait. À titre personnel, j'aime particulièrement celle-là, qui représente Gilliatt, le héros, qui est monté au sommet de l'écueil sur lequel s'est échoué le bateau qu'il essaie de récupérer, parce que l'histoire, c'est un combat contre le rocher et la nature pour essayer de récupérer un bateau qui, normalement, doit lui offrir le mariage auquel il aspire, ce qui ne sera finalement pas le cas. Et donc là, Gilliatt se repose le soir et contemple la nuit étoilée, et la manière dont Schieffelin rend justement ces étoiles et ce ciel étincelant est tout à fait stupéfiante, et c'est une des images que je trouve les plus fortes. Évidemment, à côté, on voit qu'on a des scènes beaucoup plus tumultueuse qui représente justement la tempête, qui est le grand épisode avant la fin, qui au moment où Gilliatt est sur le point d'aboutir dans son travail est sur le point de tout ruiner, au contraire, ce qu'il a réalisé. Finalement, évidemment, il s'en sort, mais ce n'est pour que mieux mourir un peu plus tard en se suicidant quand il comprend que la femme dont il est amoureux est en fait amoureuse d'un autre, en l'occurrence le pasteur, et c'est la scène où il le découvre. Et il décide de se suicider. C'est le grand fusain que j'ai montré juste avant. Et la scène suivante, qui est la scène finale, qui est absolument glaçante, qui est typique de Hugo, se termine par cette phrase illustrée ici, « Et il n'y eut plus que la mer ». Juste après son travail sur les travailleurs de la mer, François Schieffelin reçoit une nouvelle commande
cette fois pour la chanson de Roland. On aurait pu imaginer qu'il soit réticent à se lancer à nouveau dans un travail d'édition, dans la mesure où il avait été très déçu par le résultat des gravures des travailleurs de la mer. Toutefois, cette commande est très différente. D'abord, il s'agit d'un éditeur de luxe, MAM, qui se trouve à Tours, et d'autre part, cette fois, il s'agit d'une illustration à l'eau forte, pour laquelle Schieffelart travaille directement le cuivre, et il n'y a donc pas de graveur qui va traduire son travail avant publication. Donc il l'accepte, on est en 1869 et Schieffelart se lance. Il y a donc une douzaine de gravures, de planches qui sont demandées, qui commencent par une scène de frontispice qui représente Charlemagne voyant les morts de Roncevaux qui se trouvent au tout début de l'accrochage. Et après, on reprend l'histoire dans l'ordre chronologique, à partir de Charlemagne recevant les envoyés sarrasins, les épisodes de la bataille de Roncevaux. Ensuite, on retourne sur la mort de Roland, et la deuxième bataille, donc cette fois victorieuse de Charlemagne qui revient en Espagne pour à nouveau se battre, et à la fin le retour de Charlemagne à Aix avec la mort d'Aude qui est la fiancée de Roland mais aussi la sœur d'Olivier, sachant que les deux héros meurent ensemble, et la mort du traître Ganelon qui est à la fin, qui est une des plus belles œuvres de la série. Alors pour cette œuvre, Schieffelart a travaillé d'abord sur des lavis, qu'il a ensuite transposé sur cuivre, donc en eau forte, avec des états intermédiaires, parce qu'effectivement, quand on grave sur eau forte, on voit le dessin, mais on ne se rend pas compte de ce que donnent les noirs. Donc c'est très important de faire des études préparatoires, et on a la chance que la Bibliothèque nationale de France possède une grande partie de ces états intermédiaires. Donc par exemple, pour celle-là, où on a 4 états, on voit donc le lavis, donc il s'agit de Charlemagne combattant Baligan, émir de Babylone, venu donc en 2 jours de Babylone jusqu'au nord de l'Espagne, c'est ce que raconte l'histoire, pour affronter Charlemagne. Évidemment, Charlemagne sort victorieux. Et donc on a ce magnifique lavis. On a un premier tirage à l'eau forte qui, on le voit, est très clair, ce qui est normal, puisqu'en fait, l'idée c'est d'aller du plus clair vers le plus foncé, puisqu'on peut rajouter du noir, mais pas en enlever une fois qu'on a gravé. Là, un deuxième état intermédiaire de gravure, et enfin l'état définitif. Cet état définitif n'est pas que de Schieffelart, puisqu'effectivement, l'éditeur ne va pas être entièrement satisfait du travail de Schieffelart, puisque même s'il trouve les dessins extrêmement beaux et les travaux de grande qualité, il attend un fini que Schieffelart ne lui donne pas, puisqu'en fait, ça ne l'intéresse pas. C'est ce qu'on a vu dans les improvisations sur cuivre. Schieffelart, lui, a une vision très libre de la gravure, qui n'est pas celle de son éditeur. Et donc l'éditeur va profiter du déclenchement de la guerre franco-prussienne en 1870, pendant l'été, de la mobilisation de Schieffelart pour récupérer les plaques de cuivre et les fournir à un autre graveur qui va les reprendre. Donc c'est la différence entre ces deux états, les publier et mettre son nom sous l'édition finale à côté du nom de Schieffelart, qui donc va doublement souffrir, d'une part puisque c'est une situation, voilà, la guerre, il vit la commune, et en plus son travail qui lui est retiré et qui se trouve accolé au nom d'un autre graveur qui n'est pas le sien. Nous voici dans une salle qui est entièrement consacrée à la Commune de Paris, donc entre 1870 et 1871, épisode particulièrement douloureux qui a suivi la guerre franco-prussienne. Schieffelart y a été pleinement impliqué puisqu'il fut d'abord réquisitionné dans un des régiments qui devait protéger la capitale assiégée par les Prussiens, et ce régiment s'est fédéré plutôt, et donc a rejoint la Commune, si bien qu'il en a été un acteur direct. On possède une partie de la correspondance qu'il a rédigée à l'époque qui montre qu'au-delà de son enthousiasme idéal, puisque Schieffelart historiquement est un républicain, c'est d'ailleurs une des raisons de son admiration pour Victor Hugo, mais que très vite il a déchanté face aux horreurs commises par les deux camps. Et d'ailleurs, à la fin de la Commune, après avoir été capturé, il fut très vite libéré comme fou. Alors on ne sait pas exactement à quel point des intercessions étrangères ont pu aider ou s'il était réellement fou. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans sa personnalité déjà fragile, la guerre a porté un coup extrêmement important, surtout qu'il s'agissait en l'occurrence d'une guerre civile. Malgré tout, Schieffelart avait quand même suffisamment sa tête pour continuer à travailler durant cette période douloureuse et à illustrer l'épisode de la Commune. Alors il a illustré à sa manière, c'est-à-dire à la fois par des représentations
plutôt directes et réalistes, et des visions qui vont de la réalité transformée jusqu'à l'allégorie pleine et entière. Donc on a à la fois des choses représentant des épisodes qu'il a réellement vécus, on a également des interprétations de récits faits par des journalistes, donc de moments qu'il n'a pas vus. C'est le cas des Nuits de mai, qui est donc ce grand tableau qui se trouve à côté de moi, ainsi que la gravure publiée par la presse qui se trouve juste à côté, qui ne sont pas exactement les mêmes. Et enfin, on a des allégories qui représentent des choses extrêmement diverses. Je vais m'arrêter sur ce tableau pour deux raisons. Alors d'une part, c'est une découverte assez récente. Effectivement, il a été acquis par le musée Carnavalet il y a moins de 10 ans, dans un état qui le rendait difficilement reconnaissable. Le tableau était tout noir, et donc il y avait même un doute sur le fait qu'il soit réellement de Schieffelard et pas simplement une interprétation de la gravure. Mais les spécialistes, une fois restaurés, ont été unanimes pour considérer que l'œuvre était bien de lui. On voit que ce tableau est tout à fait étonnant. Alors, on sort des gammes de brun habituelles de Schieffelard, on retrouve le rouge très vif. Cette fois, le brun s'est fait noir, puisqu'évidemment c'est une scène nocturne, avec cet incendie complètement fou. Alors, les incendies, évidemment, étaient absolument terribles, mais probablement Schieffelard a-t-il accentué l'effet de flamme pour rendre son tableau plus fort. Et donc on voit bien voilà, cette vision romantique de l'incendie nocturne, il le retranscrit dans la réalité. Et ça, on le voit aussi dans la gravure qui est juste derrière moi, puisqu'effectivement, si on regarde de près, dans ce ciel recouvert de fumée, on voit des figures allégoriques ailées, alors est-ce que c'est le vent, le feu, on ne sait pas très bien, qui se mélangent à la composition et qui font passer le Paris bien réel de 1871 à de la peinture d'histoire allégorique. Alors Schieffelard n'a pas vraiment d'obsession dans ses thématiques, dans le sens où il travaille un peu tout, et notamment un sujet récurrent auquel on ne pense pas forcément, c'est le paysage, qu'on retrouve dès les débuts de sa carrière jusqu'à la fin. Et il y a deux types de paysages qu'il a peints principalement. Il y a les paysages d'Italie, en l'occurrence plutôt de la région de Rome, et il y a les paysages de Montmartre, puisque son atelier qui a beaucoup bougé à un moment a été à Montmartre, il nous a laissé beaucoup de vues des environs de la colline à l'époque où elle était encore largement sauvage. L'Italie, qui d'après sa correspondance lui avait laissé un mauvais souvenir, n'a pas dû être si terrible que ça puisqu'il l'a peinte jusqu'à la fin de sa vie. Et notamment, on a ce très beau tableau restauré au Fred Paris Musée pour l'exposition, qui se trouve dans nos collections, qui a été retrouvé très récemment, en fait, jusqu'en fin 2019. On n'avait aucune idée de l'existence de ce tableau. D'ailleurs, on ne sait toujours pas à quelle date et de quelle manière il est entré dans nos collections. Toujours est-il qu'on a découvert son existence à ce moment-là et qu'on l'a redécouvert grâce à la restauration fondamentale qui a été réalisée, puisque le vernis du tableau était devenu complètement opaque et qu'on ne voyait presque plus rien. Donc ce tableau, qui s'appelle Mouton dans la région de Tivoli, est tout à fait symptomatique de la manière dont Schieffelard conçoit le paysage, c'est-à-dire que, contrairement au reste de son œuvre, les personnages vivants, alors en l'occurrence qui ne sont pas seulement humains, deviennent anecdotiques. Ce qui compte, c'est vraiment le paysage, la fumée, et aussi la manière dont il le représente, avec cette vue très frontale et sous forme de parallèle, c'est-à-dire que les chaînes des monts Albins, donc ces monts qui se trouvent aux environs de Rome, sont représentés comme des espèces de grands plateaux parallèles qui coupent le paysage dans le fond. On voit qu'on a un ciel qui est extrêmement haut et finalement tout ça est très brumeux, vaporeux, une chose qu'il arrive à rendre d'ailleurs dans ses gravures extrêmement bien, ce caractère très contraint de la lumière du fait de l'humidité de l'air. Ce qui fait que la couleur, en tout cas les points vifs, sont concentrés au premier plan, qui lui n'est pas occupé par cette vapeur d'eau, avec voilà, ces petites fleurs, ces coquelicots qui sont sur le côté. On a aussi ce détail, sans doute lié aux croyances populaires assez improbables, avec cette grenouille qui malheureusement pour elle a été enfourchée sur ce bâton sur le côté. Et voilà, tout ça fait un paysage vraiment avec une grande profondeur qui distingue complètement le premier et l'arrière-plan. Alors, on peut dire qu'il triche un petit peu avec ce nuage qui coupe le plan en deux, ce qui pourrait presque faire penser à cette technique japonaise, justement, de peinture de nuages, qui lui permet là de complètement séparer les deux. Et tout ça, ça fait ce tableau extraordinaire
qui est à la fois vaporeux dans la brume, avec ces personnages qui sortent comme ça de la fumée et ce troupeau qui avance vers le spectateur qui s'attend presque à les voir bouger. Cette salle est consacrée à la deuxième série de gravures que Schieflar a produite dans les années 70. Donc après la Commune, il s'est retiré pendant quelques années à Arras où il a trouvé des mécènes et où il a vécu plutôt confortablement. Ceci dit, il éprouvait une forme de sensation d'enfermement et se sentir trop lié à ses mécènes, et donc il a fait le choix de revenir à Paris où à nouveau il a eu de graves difficultés financières, matérielles, pour se nourrir même de jour en jour. Donc c'est à ce moment-là, on est en 1876, qu'il publie son deuxième recueil. Donc il a publié beaucoup de gravures mais seulement 2 recueils. Le premier qu'on a vu tout à l'heure en 1865, là nous nous trouvons en 1876. Donc celui-ci a un nom un peu long, il s'appelle Caprice, Folie, Travers, Eau-forte, Improvisation, et ce titre reflète très bien ce qu'ils y trouvent, c'est-à-dire des choses très diverses. Si le premier recueil avait des gravures un peu noires, celui-ci rajoute encore une couche. Et d'ailleurs, c'est assez caractéristique. Alors, on ne sait pas comment ça s'est fait, mais on perçoit très nettement, sur les gravures qui sont derrière moi, l'influence de Goya. Alors, il n'est jamais allé en Espagne, mais on sait que l'art espagnol a été très à la mode à un moment en France, dans le deuxième quart du 19e siècle. Très probablement, les gravures circulaient et il a pu les connaître, mais c'est vrai qu'on n'a pas de témoignage direct sur la manière dont Schieflar s'était approprié. On ne le voit finalement qu'à travers le témoignage de ses œuvres. Et donc dans cette série extrêmement joyeuse, nous avons la femme et l'homme mort, donc femme qui elle-même n'est pas très vivante, quand on voit la quantité de chair qui lui reste. On a le réveil de l'aquafortiste, le cauchemar de l'aquafortiste et les liens du mal, pour finir en beauté, où là, la citation littérale de Michel-Ange montre bien le maintien de l'intérêt de Schieflar envers cet artiste extraordinaire. Donc je vais revenir à ces gravures-là. Elles sont tout à fait typique de cette série, où on voit donc Schieflar, parce que c'est bien l'autoportrait, alors évidemment pas un autoportrait dans le sens où il y a une représentation extrêmement précise des traits, mais malgré tout on le reconnaît, sachant que outre ces portraits gravés, on a un certain nombre de photos de lui qui permettent de témoigner de ses traits. Alors voilà, c'est un peu éloigné, mais on comprend qu'il s'agit de lui, entouré de tout un tas de personnages grotesques avec des têtes extrêmement bizarres, des mâchoires disproportionnées. Là, ce sont des espèces une espèce de barbe extrêmement longue qui pousse de travers, des figures grimaçantes. Là, c'est une gravure qui avait été réalisée en fait pour Les Travailleurs de la mer, mais qui a été mise en parallèle avec cette série-là. En fait, pendant très longtemps, on a cru que c'était pour cette série, alors qu'elle est plus ancienne, mais ça permet de voir finalement l'historique dans cette série. Et ici, on retrouve le même principe avec l'aquafortiste qui littéralement se gratte le crâne à la recherche d'une idée, tandis qu'il il est observé directement. Et donc, pour Schieflar, c'est une manière de montrer finalement une sorte de blocage produit par l'angoisse de la critique négative, qui en l'occurrence aussi est tournée en dérision ici, avec ces personnages ridicules, bouffis, joufflus, aux traits difformes, qui représentent un public non averti, incapable de comprendre son génie. Donc il y a à la fois chez Schieflar ces 2 penchants, c'est-à-dire une forme de mégalomanie qui se traduit à travers ce public qui est tourné en dérision, et en même temps une conscience très forte de la pauvreté de sa situation matérielle et artistique d'artiste maudit. À la mort de Victor Hugo, qui est un traumatisme véritablement pour Schieflar, qui idolâtrait cet homme, il y a toute une série de publications finalement post-mortem qui vont être réalisées en hommage au grand homme.
Évidemment, Schieffelard, qui avait si bien retranscrit ces textes, malgré son caractère difficile, va être sollicité pour ce travail. On a notamment dans cette salle, juste derrière moi, ce qui est sans doute le chef-d'œuvre, les travaux pour la légende des siècles, qui très clairement, de toutes les œuvres de Victor Hugo, était celle qui était la plus adaptée au style de Schieffelard, puisqu'on est vraiment dans le grandiose, le spectaculaire, tout ce qui correspond à son art. Alors il semblerait que Schieffelard, dans un premier temps, ait compris qu'on lui commandait la totalité de l'ouvrage à illustrer, ce qui n'est pas le cas, puisqu'on ne lui a demandé que 5 scènes, qui correspondent aux 5 grands fusains qui se trouvent derrière moi. Et donc cette nouvelle déconvenue dans la vie de Schieffelard, qui en a tant compté, a été sans doute ressentie un peu douloureusement, notamment aussi du fait qu'il s'agissait de Hugo, qui était donc son idole, même si Hugo n'était pas personnellement engagé, puisque déjà mort à ce moment. Les fusains représentent donc Daniel dans la fosse au lion, le jour des rois, qui représente une scène où plusieurs armées s'autodétruisent sous les regards d'un mendiant posté sur le pont de Crassus, qui finalement est le seul survivant de la journée. Le mariage de Roland, ce n'est pas une erreur de ma part, qui représente en réalité le combat de Roland et d'Olivier, qui va déboucher sur le mariage de Roland avec la sœur d'Olivier. Donc, ce qui est amusant avec cette scène, c'est qu'on retrouve finalement un épisode qui précède la chanson de Roland que l'on a vue précédemment. L'œuvre qui nous sert d'affiche pour l'exposition, La Conscience, qui est sans doute le texte le plus célèbre de la légende des siècles, donc qui évoque Caïn poursuivi par l'œil de Dieu jusque sous terre. Alors là, Schieffelard n'a pas fait le choix de représenter l'épisode final, mais vraiment le début de la fuite. Et de manière assez étonnante et à vrai dire, qu'on n'arrive pas à expliquer, il donne à Caïn les traits de Victor Hugo que l'on voit ici. Et il arrive à faire cette chose très difficile qui est de rendre finalement cet œil dans un paysage, c'est-à-dire que cet œil, pour le coup, il ne semble pas fauter, on voit qu'il y a quand même le visage qui est autour, et en même temps il y a un fondu, c'est-à-dire que la peau devient les nuages, enfin voilà, il arrive à rendre cela de manière extrêmement réussi. Et on finit avec le Petit Roi de Galice, qui est à nouveau un épisode de bataille dans le nord de l'Espagne, comme le reste un épisode fantastique, où on retrouve son amour des représentations de combat, etc. Donc ces fusains, ils sont tout à fait exceptionnels, puisque évidemment, ils n'étaient pas strictement nécessaires à la réalisation des gravures, c'est un travail en plus. Peut-être un travail, on va dire, commémoratif, réalisé après coup. Est-ce qu'il était destiné à être vendu, à être donné? On ne sait pas très bien. Toujours est-il qu'il s'agit des travaux parmi les plus aboutis, les plus audacieux qu'il ait réalisés. On retrouve vraiment toute la quintessence de son style, c'est-à-dire la force, la violence, le mouvement, les jeux de lumière, tout ça s'y retrouve. Et ce qui fait l'unité de ces scènes, c'est aussi justement une des caractéristiques que j'évoquais au début de ce parcours, qui est sa tendance à faire des figures extrêmement grandes. Mais là, il pousse le procédé jusqu'à avoir des personnages qui occupent la quasi-totalité de la feuille, et c'est ce qui fait aussi leur force, c'est-à-dire qu'on a des feuilles qui sont grandes, elles font environ 60 cm de haut, avec ces personnages qui occupent toute la scène, donc le regard du spectateur est concentré dessus et vraiment plongé dans l'action, ce qui contribue à redonner cette force tout à fait exceptionnelle. Je me trouve devant une des œuvres réalisées dans le cadre des commémorations qui suivirent la mort de Victor Hugo. Et donc il s'agit de ce qu'on appelle l'édition Hugues, qui est une édition illustrée de Notre-Dame de Paris, donc l'œuvre iconique de Victor Hugo, avec un très très grand nombre de gravures. Malheureusement pour Schieffelard, mais aussi pour nous, puisque je suis persuadé qu'il aurait fait mieux qu'un certain nombre de graveurs qui ont travaillé pour l'édition, on ne lui a demandé qu'une seule pièce, à savoir celle-ci, donc les truands attaquant Notre-Dame de Paris. Ce n'est qu'une seule pièce, mais en même temps c'est sans doute l'épisode le plus connu, en tout cas celui qui vient immédiatement à la tête des Français quand on évoque cette œuvre. Donc cette attaque de Notre-Dame, au moment où Quasimodo a fait fondre le plomb qui était là dans le cadre du chantier pour justement protéger les portes, et on voit donc ce plomb en fusion qui tombe sur les Égyptiens qui attaquent la cathédrale, avec ici des personnages qui évoquent des peintures qu'on a vues avant, qui, on va dire, font ressortir le caractère grouillant de la scène, puisqu'en fait ils sont en surplomb, donc ils sont, en fait, on comprend qu'ils sont debout sur les rebords des toitures des immeubles qui entourent le parvis de Notre-Dame, qui à l'époque était beaucoup plus réduit qu'aujourd'hui. Et donc là on a tout, c'est-à-dire qu'on a
la bataille, ces éléments grouillonnants et surtout ce jeu de lumière fabuleux avec à la fois le plomb en fusion qui tombe sur le devant, la fumée qui s'échappe de la partie haute qui est donc le foyer qui alimente ce plomb en fusion. On retrouve ces effets de ciel qu'on a vus par exemple dans la gravure sur la commune ou dans des gravures qui sont antérieures. Et donc tout ça fait qu'on a à la fois la quintessence de ce qu'est l'art de Chifflard et en même temps sans doute une des plus belles représentations jamais proposées pour Notre-Dame de Paris. François Chifflard meurt assez âgé, en 1901, donc il a à peu près 76 ans à ce moment-là. Ce qui, comparé par exemple aux autres artistes de Saint-Omer, fait une vingtaine d'années en plus. Ce qui peut surprendre puisqu'il a une vie matérielle assez complexe. On sait qu'il a fini un peu dans la misère, très isolé, seulement aidé par de lointaines cousines qui lui ont permis de survivre. Les dernières années, il était quasiment aveugle et pouvait à peine se déplacer. Malgré cela, on sait qu'il a travaillé jusqu'à la fin et à son décès, son atelier était rempli de peintures, de gravures, etc. qui reflétaient tout à fait son activité. Et c'est une partie de ce fonds d'atelier qui finalement est arrivé très longtemps après dans nos collections, qui nous permet aujourd'hui, dans le parcours permanent, d'évoquer cet artiste remarquable. Et parmi ses œuvres, il y a notamment celle qui se trouve derrière moi, pour un de ses tout derniers ouvrages, qui représente la ville de Paris élevant ses enfants, qu'il a réalisé dans un élan de reconnaissance vis-à-vis de la ville de Paris qui avait acquis ces deux grands fusains présentés au salon au tout début des années 60 consacrés à Faust, donc Faust au sabbat et le combat de Faust. Et pour remercier la ville de Paris, Chifflard envisageait de peindre une très grande composition dont nous ne connaissons que ses études qui concluent l'exposition. Alors c'est ici que s'achève l'exposition François Chifflard, qui est visible au musée Sandelin jusqu'à la fin du mois d'août, au 28 août. Il y a beaucoup d'événements qui sont proposés pour la découvrir d'autres manières, à savoir des concerts, des lectures théâtralisées, un atelier d'eau forte. Il y a également un parcours dessin qui vous est proposé ou un livret pour les enfants, donc n'hésitez pas à venir en famille pour la découvrir. Et si vous souhaitez garder un souvenir, nous avons également un très beau catalogue publié par Paris Musée qui fait la synthèse de toutes ces belles œuvres.